Bonsoir. Alors, nous nous excusons de ce retard. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, je m'appelle Steve William Hemba, je suis étudiant en deuxième année de master en PPOI, Politique et pratique des organisations internationales. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier notre conférencier qui a accepté de faire ce voyage depuis Dakar pour nous présenter cette conférence. Vous remerciez vous aussi, qui êtes venus si nombreux pour répondre à notre invitation. Alors, je vais vous présenter le programme de la soirée. Je ferai en premier lieu une présentation de notre conférencier. Ensuite, je passerai la parole à mon camarade Soufiane, qui lui présentera notre association, son ambition et son projet. Ensuite, nous donnerons la parole à M. Han. À la suite de son propos, nous donnerons la parole, vous poserez les questions que vous voulez. Et après, il y aura une collation qui suivra. Alors, M. Han, vous êtes né au Sénégal, vous êtes diplômé de l'ENA du Sénégal, ensuite puis de l'ENA de France et de l'école de communication CELSA de la Sorbonne. Vous avez fait le choix de retourner au Sénégal pour servir votre pays. Vous avez été successivement conseiller du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Culture du Sénégal. Vous êtes actuellement consultant en communication, notamment auprès du gouvernement du Sénégal, dans le cadre du projet Sénégal émergent. Monsieur Han, vous êtes aussi actuellement chroniqueur au Monde Afrique. Vous publiez régulièrement des analyses sur des questions qui intéressent l'Afrique. Alors, pourquoi nous vous avons choisi? Nous avons choisi Monsieur Han d'abord pour son parcours, mais rassurez-vous, ce n'est pas seulement pour son parcours, mais aussi parce que il défend une autre vision de l'Afrique, une vision qui n'est ni afro-pessimiste, ni afro-optimiste, mais une vision qu'il nomme afro-responsable. C'est-à-dire une vision très volontariste, une vision qui confie aux Africains, surtout aux jeunes, la responsabilité de leur avenir, la responsabilité de leur développement. Alors, nous, ici, à Africa, nous croyons en cette vision. Nous croyons que c'est l'unique et seule voie qui peut mener au développement en Afrique. Alors, c'est ce qui justifie notre choix. Alors, Soufiane. Bonsoir à tous. Je tiens de nouveau à nous excuser pour ce petit retard. Je sais qu'en tant qu'organisateur de conférence, on doit assumer, mais je ne m'empêcherai pas de refourguer la faute sur la SNCF. Donc, merci de participer à cette conférence de lancement de l'association africaine que nous avons le plaisir et l'honneur d'inaugurer avec notre invité, M. Hamidou Han. Alors, certains de nos camarades et certains de nos amis nous ont demandé ce que c'était qu'African. En général, on nous faisait avec ironie, une ironie bienveillante, des remarques sur le nom de l'association, avec souvent des réflexions footballistiques. C'est vrai que quand on entend African, on pense à la CAN, qui est la Coupe africaine des nations. Bon, c'est vrai que le foot, c'est un sujet intéressant quand on veut parler de l'Afrique. Mais pour être franc, ce n'est pas le centre de nos intérêts. En réalité, on a choisi ce nom African car il repose sur un jeu de mots qui signifie d'abord africain. Africain pourquoi? Eh bien, c'est tout bête parce que c'est le thème d'association africaine. Et puis c'est aussi parce que les trois fondateurs de l'association sont africains. Vous avez un Africain de l'Est, un Africain de l'Ouest et un Africain du Nord. Vous me direz, il manque un Africain du Sud. Je vous dirais, on a le choix entre Candice Swan-Paul, Oscar Pistorius et Desmond Tutu. La belle, la brute et le truculent. On hésite encore. Alors, sans verser dans l'afro-optimisme dont vous vous méfiez, Monsieur Han, African, ça veut aussi et surtout dire l'Afrique peut. Que l'Afrique peut devenir un continent développé, un continent prospère, et donc un continent qui est pleinement acteur de l'économie et de la politique internationale. Et c'est en fait ce point de vue qui est au cœur de notre projet. African, c'est donc une association de Sciences Po Grenoble qui est vouée à promouvoir une autre vision du continent africain. Pourquoi? Eh bien parce que, on va vous le dire franchement, on en a assez, pour ne pas le dire plus vulgairement, du cliché de l'Afrique pauvre, de l'Afrique mendiante, de l'Afrique à genoux, qui n'est bonne qu'à recueillir la pitié et l'aide des pays développés. Évidemment, cette Afrique-là, elle existe. Les besoins économiques et les besoins humanitaires sont réels. Et on ne crache pas sur les ONG et les associations comme Un pas pour le Togo, que vous connaissez peut-être, dont on juge l'existence et l'action comme quelque chose de nécessaire, de bénéfique. Donc on ne critique pas la dynamique et l'imaginaire humanitaire que peut susciter l'Afrique. Ce qu'on critique en revanche, c'est l'erreur de ne voir l'Afrique que sous cet angle-là. Et justement, si on devait expliquer autrement la raison d'être de notre association, ce serait l'idée que nous voulons combler le besoin de connaissances à propos de l'Afrique dans toute sa complexité, en donnant notamment la parole aux acteurs africains d'aujourd'hui qui travaillent à leur échelle
dans leur domaine au développement du continent. C'est donc sur ces mots que je donne la parole à notre invité, M. Hamidou Anne, qui va nous parler de sa vision de l'Afrique à travers le thème de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique. C'est bon. Merci. Bon, je ne suis pas très doué pour les micros et des choses comme ça, mais bon. Écoutez, merci beaucoup, Steve et voilà, tous tes camarades de l'association africaine. Et merci aussi à vous de m'avoir accueilli à Sciences Po Grenoble. Je suis désolé de ce retard-là, qui ne m'est pas forcément imputable, parce que quand je reviens toujours en France, et j'y reviens très très souvent, il y a deux choses qui ne changent pas. C'est le caractère insupportable des Parisiens et la SNCF qui n'est jamais surprenante. Donc, c'est toujours un agréable plaisir de voir que de ce point de vue-là, beaucoup de choses bougent, mais la France, de ce point de vue-là, ne bouge pas. Mais bon, c'est comme ça. Quand Steve m'a contacté pour cette conférence, moi j'étais d'abord surpris parce que bon, je ne pense pas vraiment avoir une légitimité à venir à l'IEP de Grenoble et à faire une conférence, parce que bon, je pense que c'est quand même on est dans le lieu de la crème de ce que la France peut générer en termes d'éducation. Je vois des gens qui contestent, mais c'est de la fausse modestie, de la crème de ce que l'élitisme républicain à la française peut construire, peut générer et peut promouvoir. Donc le sujet, quand il m'en a parlé, moi j'ai accepté tout de suite, et pour deux raisons, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de venir débattre, de venir échanger, parce que je fais partie des gens qui sont convaincus que les idées gouvernent le monde et c'est à travers les idées qu'on change les mentalités. Et un intellectuel, c'est quelqu'un qui n'enlève pas la chair dans toute chose, qui ne garde pas l'écorce, mais qui garde aussi la sève. Et la sève, en tout cas dans un débat civilisé, dans un univers démocratique, c'est les idées. Ce ne sont pas les armes qui s'affrontent, mais c'est les idées. Et c'est à travers donc ce combat, cette bataille culturelle au sens gramscien du terme, que jaillit la lumière. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai accepté. Et la seconde, elle est plus de l'ordre de ce que le thème, moi, rencontre mes préoccupations en termes en tout cas en tant que, plus tout à fait jeune, mais en tout cas en termes d'intellectuels africains qui interviennent dans le débat public africain, mais aussi international, parce que je crois à la planétarisation de la question africaine, à ce que l'Afrique ne soit plus un continent décroché, ou en tout cas regardé selon une perspective soit heureuse, soit malheureuse, mais bon, j'y reviendrai, mais que l'Afrique soit totalement introduite dans le temps du monde, dans notre contemporanéité. Donc le temps des Africains, c'est aussi le temps du monde. Et ça, c'est très important aussi de le rappeler, en tout cas dans un débat avec une association africaine. Et il y a plus d'un an, j'ai fait une chronique dans le monde Afrique sur l'entrepreneuriat qui s'appelait « L'entrepreneur ne changera pas le monde » et qui a valu pas mal de réactions très vives, des critiques parfois très dures, comme des gens qui ont salué. Voilà. Mais des critiques très très vives parce que, pour deux raisons là aussi, parce que souvent les gens oublient qu'il y a des articles sous les titres, et ça c'est important parce que bon, comme maintenant avec l'ère des médias sociaux, on lit le titre et allez, on va insulter son auteur, on ne va pas vraiment lire les papiers. Et deuxièmement, parce qu'aussi, voilà, il y a de vraies divergences de fond sur en tout cas ce que j'y disais. Et c'est important toujours en Afrique qu'on apprenne, et dans le monde en général, mais bon, je parlerai là beaucoup plus d'Afrique, qu'on apprenne à se dénoncer, qu'on apprenne à ne pas être d'accord, qu'on apprenne aussi à s'affronter et qu'on quitte un peu le registre du proudness, comme on dit. On est très fier de machin qui devient directeur d'une banque, du premier Africain à être directeur de machin, de la première Africaine à être directrice de bidule. Qu'on apprenne à quitter ce registre-là. Tout à l'heure, vous avez parlé de complexité. J'ai beaucoup aimé parce qu'il faut qu'on apprenne à complexifier les questions et voir, comme le dit Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais, qu'on apprenne à compliquer les questions.
Et compliquer les questions, c'est quitter un peu ce registre de la facilité. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est la panacée, tout le monde y va, le monde des startups, les incubateurs, c'est génial, ça va changer le monde. Et voilà, vous voyez, par exemple, un jeune Africain, un jeune Sénégalais ou Malien ou Guinéen, qui est en première année ou deuxième année de lettres ou de marketing ou quelque chose du genre, et à qui on dit le salariat c'est dépassé, il faut maintenant faire ce qu'on appelle de la disruption, il faut quitter ce truc, être enseignant c'est pas terrible, donc du coup il faut aller créer sa propre start-up de e-commerce par exemple. Et parfois en ne tenant pas compte des réalités dans des pays où parfois le taux de bancarisation est à moins de 10%, donc de la population. Et je ne pense pas qu'un site de e-commerce ou quelque chose comme ça soit en tout cas la panacée du développement. Et ça, c'est très important aujourd'hui qu'on apprenne à interroger les concepts qu'on ressasse très facilement et qui ne résistent pas forcément à une analyse objective, économique, politique, culturelle et conceptuelle, en tout cas de façon beaucoup plus générale. Et moi, mon problème, en tout cas dans ce truc que j'appelle un peu le temps des narrateurs de l'entrepreneuriat, il est à un triple niveau que je vais dérouler très rapidement. Mais tout d'abord, pour préciser, et parce que souvent la critique revient, oui, tu es contre les entrepreneurs, tu es contre l'entreprise, tu es contre les startups, non, je suis contre rien du tout. Et la critique d'ailleurs la plus insensée, comme quoi tu avais raison en parlant des études qui n'ont pas forcément, en tout cas un paravent pour raconter n'importe quoi. La critique la plus insensée, elle vient de Jean-Michel Severino, qui est l'ancien directeur de l'AFD, Énarque, Énarque, oui, et là qui dirige un fonds d'investissement qui s'appelle IE, je pense, voilà, et qui m'a traité de bolchevique, en tout cas. Nostalgique du temps du stalinisme. Bon, je pense que bon, après, on a 1917, donc le centenaire de la Révolution russe. Je pense que c'était un peu un clin d'œil. Mais voilà, enfin, en tout cas, les critiques vont de ce niveau-là à des critiques parfois beaucoup plus objectives et qui appellent à une discussion sur aujourd'hui l'économie. Et tout ça émerge quand même dans un contexte important et qu'il faut souligner. On est dans un momentum de l'Afrique. On est aujourd'hui dans un moment où tout le monde dit les dynamiques de croissance bougent. On quitté l'Europe aujourd'hui, la France se bat pour avoir 0,01 de taux de croissance, à part l'Allemagne en tout cas qui va très bien. En Europe, voilà, c'est une forme de morosité économique. Et voilà, il y a plein de pays jadis développés qui connaissent des récessions, en tout cas des ralentissements en termes économiques. Aujourd'hui, l'Afrique a quoi? À la jeunesse, avec une population 65% de la population africaine n'a pas 30 ans, donc c'est une population quand même très jeune, avec des ressources naturelles, avec en tout cas un continent qui n'a pas encore été, été irrigué. 60% des terres africaines quasiment sont arabes et sont inexploitées. Même en termes d'occupation spatiale, il y a quand même pas mal de terres africaines qui ne sont pas occupées. Et tout ceci fait que de l'Afrique, ce qu'on appelle un peu la dernière frontière du monde en termes économiques, en termes politiques, et tout ceci aussi arrive après 3 siècles d'esclavage et 2 siècles de colonisation, qui a fait que l'Afrique a été à la traîne, et aujourd'hui il y a un moment de l'Afrique. Et ça c'est indéniable, personne ne peut le nier, même les plus pessimistes. Aujourd'hui il y a un moment pour dire que en tout cas, la source prochaine de la croissance, elle est en Afrique. On découvre du pétrole un peu partout dans les pays. On a un moyen où on peut, parce que les terres ne sont pas encore fatiguées, donc l'agriculture existe, etc., etc. Et c'est un peu l'avantage du sous-développement, parce que l'avantage du sous-développement permet aussi de voir venir, permet aujourd'hui de voir des terres qui ne sont pas encore fatiguées, parce que non surexploitées, etc., et qui permet aujourd'hui de dire il y a un moment pour l'Afrique et qui démarre aujourd'hui. Et ça rejoint aussi quelque part une forme de dignité que les jeunes Africains ont par rapport à avant. C'est une génération dont la mienne, qui, voilà, comme j'ai dit, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, qui n'a pas connu la colonisation et qui n'a pas donc ce qu'Albert Memmi appelait le complexe du colonisé. Voilà, parce que nous tous, en tout cas de ma génération, nos parents sont tous nés sous la colonisation, donc nous n'avons pas connu ce temps de la colonisation. Donc il y a une forme de dignité aujourd'hui qu'on a. Et on a fait, les gens ont fait des études, ont voyagé et vivent aujourd'hui avec le numérique, avec leur temps. Et ce qui permet aujourd'hui de voir les choses sans complexe.
et d'être dans les mêmes écoles que les élites américaines, chinoises, françaises, anglaises, allemandes, etc. Et troisième chose, il y a aussi un nouveau narratif sur l'Afrique avec une profonde production intellectuelle. Je peux citer Achille Mbembe, Afrotopia de Felwine Sarr, que vous avez certainement lu, et Chimamanda Adichie, la Nigériane, etc., et qui montre aujourd'hui une vivacité et une forme d'innovation de la scène culturelle, littéraire et intellectuelle africaine, et c'est important. On a organisé récemment à Dakar la deuxième édition des Étés de la pensée et qui montre aujourd'hui que les Africains réfléchissent sur leur devenir, réfléchissent sur leur présent et sur leur contemporanéité, et ça c'est très très important en fait. Donc tous ces débats sur l'entrepreneuriat, tous ces débats sur l'économie, tous ces débats sur la croissance de façon générale rejoint ces facteurs-là qui sont préétablis et qui permettent aujourd'hui de pouvoir le tenir et de pouvoir discuter de ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, parce que vous vous informez forcément sur l'Afrique, enfin, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas régulièrement, que quand on parle d'Afrique aujourd'hui, on parle de digital et d'entrepreneuriat. Et c'était le moment pour moi de dire, un intellectuel aussi questionne les concepts, un intellectuel questionne des réalités, comme d'autres l'ont fait. Donc, et je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure après avoir posé le concept, les trois problèmes que j'ai avec tous ces discours des narrateurs de l'entrepreneuriat, après avoir bien entendu affirmé que l'entreprise est importante parce que les agents économiques créent de la richesse, créent des emplois et permettent de développer des pays. Et le premier problème, c'était ce discours de aujourd'hui, le fonctionnariat ne sert à rien, les salariés c'est dépassé, il faut disrupter son époque, il faut disrupter le monde et que tout le monde doit aller vers l'entrepreneuriat. Comme hier, on disait, tout le monde doit aller vers l'usine, tout le monde doit aller vers le pétrole, tout le monde doit aller en tout cas vers des économies de production qui ont montré aujourd'hui, avec la crise écologique, les changements climatiques qu'on connaît, les limites de cette production de l'Europe, il faut le préciser, et des États-Unis pendant quasiment des 30 glorieuses jusqu'à récemment, après avoir pris en compte aujourd'hui le drame écologique, le drame du changement climatique, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'on s'était trompé. Et l'idée, c'était pas de dire dans 30 ans, peut-être que je serai plus là, mais dans 30 ans, non, on s'était trompé. L'idée, c'était de dire, attention, on est tous en train, pieds et poings liés, d'aller vers l'entrepreneuriat en disant oui, quitter le salariat, ça sert à rien, etc. Alors que il y a une question, il y a une règle en fait, quasiment toute basique, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je pense que ça, on est quasiment tous d'accord là-dessus. Mais le discours ambiant, c'est comme le contexte dans les années 30 en France, voulait entendre autre chose sur des questions sociales ou sur des questions identitaires. C'est comme le contexte en 1989, avec le livre de Fukuyama, etc., disait, maintenant les États-Unis ont gagné la bataille politique et culturelle avec l'Union soviétique, maintenant c'est la démocratie libérale, etc., avec les livres de Huntington et toute la littérature américaine que vous connaissez, disait, ok, aujourd'hui c'est ça, on re-questionne les concepts, on les interroge 30 ans plus tard et on se rend compte qu'on avait peut-être tort. Et il y a une règle toute basique qui dit, si tout le monde est entrepreneur, qui emploie qui? Et est-ce qu'on a un écosystème prêt? Est-ce qu'on a un climat des affaires prêt dans nos pays? Est-ce que quand tu as des pays où l'enseignement, l'éducation nationale est sacrifiée parce que tu n'as pas suffisamment de profs, parce que tu as des milliers de jeunes qui n'ont pas d'enseignants, des milliers de personnes qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de médecins ou d'infirmiers, dans les zones rurales, en tout cas les plus reculées du Cameroun, du Bénin, enfin en tout cas des pays que je connais le mieux, du Mali, de la Guinée, vous voyez une région entière de 600 000 habitants a par exemple un seul gynécologue. Et si on dit que tout ceci n'est pas très important parce que être médecin, donc c'est travailler pour l'État, donc l'État c'est le grand monstre froid nietzschéen, donc ça sert à rien, il faut aller faire de l'entrepreneuriat. Qui est-ce qui va enseigner dans les classes? Qui est-ce qui va soigner les populations? Qui est-ce qui va assurer la sécurité des citoyens? Et c'est important de se poser juste des questions comme ça et de dire, c'est intéressant, c'est marrant même, de dire oui, start-up, avec des hashtags, on y va, c'est sympathique, mais posons-nous et réfléchissons. La deuxième interrogation que j'avais, c'était, parce que Steve l'a dit, moi j'ai travaillé 5 ans comme fonctionnaire, en tout cas dans la majeure partie dans les cabinets ministériels où on voit un peu la politique se faire et se défaire, souvent d'ailleurs. Et j'ai vu que nos États, récemment j'étais à Abidjan et je vois que nos États aujourd'hui, en tout cas ont failli dans la mission d'offrir un futur désirable
à leurs citoyens, notamment la frange la plus jeune. Bon, vous avez vu la référence. Et quand on voit, j'ai interrogé le drame de la Libye, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde dit, en Libye, revient ce qui était fini il y a 5 siècles, c'est de l'esclavage, qu'on vende des personnes, la traite d'êtres humains. Mais tout le monde dit, enfin, nous les Africains, oui, les Libyens vendent nos frères, oui, c'est l'Union européenne qui est responsable, oui, c'est les États du Maghreb, etc. Mais est-ce qu'on s'est juste posé une question? Pourquoi ces gens partent-ils? Est-ce qu'on s'est posé la question, pourquoi des gens qui, comme vous et moi, qui vivent dans des familles, en tout cas, voilà, partent-ils au risque de mourir dans le désert, d'échouer dans la Méditerranée ou d'être vendus en esclaves en Libye? Pourquoi partent-ils? Parce que les problèmes que les jeunesses africaines vivent dans nos pays et dans tous nos pays n'ont pas connu de solution à travers les États qui nous gouvernent jusqu'à présent. Ça, c'est la réalité. Et j'ai vu aujourd'hui que les politiques commencent à s'agripper à la branche un peu de l'entrepreneuriat. Parce que, enfin, je travaille avec eux, donc je les vois au quotidien dire, effectivement, vous avez raison, l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde, donc allez vers l'entrepreneuriat, allez vers l'auto-emploi, c'est plus intéressant, etc. Donc ils se défaussent finalement sur un concept qui est plus de l'ordre de la mode ou de l'ordre un peu d'un concept d'époque. Je suis d'accord, je ne suis pas un bolchevique, comme il l'a dit, je ne suis pas non plus naïf, voilà, je suis quelqu'un de responsable. Les États, effectivement, ne peuvent pas donner du boulot à tout le monde, même en France ou aux États-Unis, dans les nations les plus développées, ce n'est pas possible, mais les États peuvent faire quelque chose. Les États peuvent faire un minimum. En arrêtant de piller de l'argent dans nos pays et de les amener dans des banques suisses ou étrangères, en arrêtant de surpayer des présidents à la retraite, ou en arrêtant de payer une petite minorité d'élites politiques, ou en se dotant d'institutions budgétivores, on peut faire quelque chose. Et aujourd'hui, ils ont vu un chemin, et les États sont en train d'embrayer, de se frayer un chemin, de se frayer un peu un petit passage en disant, effectivement, allez-y tous vers l'entrepreneuriat, allez-y vers l'auto-emploi, sachant qu'il y a des questions très simples, mais qu'on n'adresse pas pour le moment. Et tout ceci, et j'en reviendrai dans le troisième point, rejoint une époque, rejoint un concept. J'aime beaucoup le terme de bataille culturelle d'une idéologie qui a gagné sur une autre. Mais je finis juste sur l'État en disant on peut même créer des diplômes en entrepreneuriat, ce que je ne connais pas. Je pense que, je ne sais pas si ici on en fait. Ouais. Pour l'instant, on n'en fait pas. Donc du coup, c'est des formations courte durée, de 4 mois, de 6 mois, pour dire maintenant, tu as un diplôme d'entrepreneur. Ça se fait au Sénégal. Je pense qu'il y a 1000 jeunes qui ont été formés il y a 1 an avec un diplôme d'entrepreneur, et après qu'on laisse à la rue, donc sans qualification, sans savoir, sans connaissance, sans financement, sans ouverture, sans ligne de garantie, sans ouverture vers les banques. Et du coup, c'est des personnes dont on se gargarise qu'on a formé pour en faire des entrepreneurs, des agents de la disruption et des agents du nouveau monde, comme l'appelle Emmanuel Macron, et qu'on laisse finalement dans la rue avec des responsabilités extrêmement importantes pour les années qui viennent. Parce qu'en termes de sécurité sociale, on n'en parle pas, en termes de retraite, on n'en parle pas, en termes juste d'employabilité des gens, on n'en parle pas. On dit juste on a formé 1000 personnes pour avoir le diplôme d'entrepreneur, après on les laisse tomber, etc. Et on est en train de se défausser sur un concept de mode sans adresser les problèmes, sans trouver des solutions à des jeunes qui sont souvent diplômés, ou souvent qui ne le sont pas, mais qui tapent à la porte de l'emploi. Et qui dit emploi, dit salaire, dit dignité, dit juste vie décente. Et moi, je pense que les jeunes ont droit à vivre juste dans des conditions décentes, en fait. Ça, c'est la responsabilité des États. Et aujourd'hui, partout, j'ai vu au Gabon qu'on y va à fond la caisse sur les diplômes d'entrepreneurs, etc. Et il y a même des formations qui, dit-on, permettent, après 3 ans d'échec entrepreneurial, voilà, de te permettre de te relancer. 3 ans dans une vie, pour moi, c'est beaucoup. Et le dernier point que j'adresse un peu dans cette mode un peu des narrateurs de l'entrepreneuriat, c'est que c'est une victoire du néolibéralisme et qui date de très longtemps. Qui date un peu du début des années 80 avec le There is no alternative de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan de l'époque.
et qui ont charrié quoi, des politiques d'ajustement structurel dans nos pays pour dire que l'État doit se désengager. Il y avait une formule choc en Afrique de l'Ouest, c'était moins d'État, mieux d'État. C'était comment faire sortir l'État du champ de l'économie. C'est comment est-ce qu'on décolonise, entre guillemets, on décolonisait l'économie pour la sortir du giron de la politique, ce qui est une catastrophe, parce que c'est ce qui a généré la financiarisation du monde, ce qui a généré une économie complètement folle et qui est arrivée à son terme il y a 10 ans, avec la crise des subprimes aux États-Unis, qui est devenue finalement une crise immobilière, une crise financière, une crise de l'économie, une crise de la dette et finalement une crise du politique. Et quand on a demandé à nos États de se désengager, on leur a dit, on ne remplace pas les fonctionnaires, on sacrifie les musées. Les musées, on a fait le musée dynamique au Sénégal, on en a fait un tribunal, parce que vous savez, les Africains n'ont pas vraiment besoin de musées, ce qui est quand même une catastrophe. La culture a été sous-traitée à l'Institut français, qui a eu la main en tout cas sur la culture pendant 30 ans au Sénégal et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, francophones que je connais, parce qu'on a dit l'État se désengage, l'État privatise, et même des gouvernements soi-disant socialistes ont privatisé, et parfois ça s'est très mal passé, parce qu'on s'est rendu compte, au bout de 20 ans de privatisation, que les entreprises publiques étaient mieux quand elles étaient publiques, quand elles sont rentrées dans le giron du privé. Et après 30 ans de politique d'ajustement structurel qui ont généré des failles catastrophiques dans le système de l'éducation nationale, dans le système de la santé, dans le système de la culture, parce que la culture c'est quoi? C'est la nourriture de l'esprit. La culture ça charrie une civilisation et ça rend juste l'homme, ce que Frantz Fanon appelait l'homme total. Mais on a dit, voilà, les Africains n'ont pas besoin de musées, de toute façon, voilà, il faut juste leur faire des petits magasins par-ci, par-là, des petites gargotes par-ci, par-là. L'éducation nationale, ce n'est pas très important parce que finalement, on va mettre en place à côté une école, un enseignement privé, où quand tu as les moyens, tu y vas, quand tu n'as pas les moyens, tu vas à l'école publique, où il n'y a pas d'enseignants. Et 30 ans plus tard, on a dit, oui, tout ceci, on n'a pas tiré de leçon, parce que même le FMI, qui était en tout cas pourvoyeur des politiques d'ajustement structurel, s'est rendu compte 30 ans plus tard qu'elle s'est trompée. Comme le FMI s'est rendu compte il y a 1 an qu'elle s'est trompée sur le cas de la Grèce. Et ce qui est très drôle, c'est un peu sinistre, mais c'est drôle en même temps, c'est que des mecs qui sont trompés à 30 ans sur les politiques d'ajustement structurel, qui sont trompés en 5 ans sur la Grèce, faisant vivre quand même ce pays des heures très très dures, très très douloureuses, viennent encore proposer d'autres concepts et les États africains disent effectivement, c'est bien. C'est un peu le côté cocasse de la situation, c'est qu'on s'est trompé 2 fois, voire 3, 4. Ça a duré 40 ans, mais 40 ans plus tard, on vient dire qu'on s'est trompé, mais cette fois, ce qu'on vous propose, c'est bien. Cette fois, c'est quoi? C'est de libérer l'emprise de l'économie, le marché de la puissance de l'État, c'est de rendre les jeunes beaucoup plus disruptifs et mettre en place de l'innovation, sachant que 56% des Africains n'ont pas accès à l'électricité, mais qu'on fait quand même d'Internet le b.a.-ba de l'économie. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche et c'est quelque chose qu'il faut interroger. Encore une fois, j'interroge beaucoup, je pose des questions, j'introduis des pistes de réflexion et je dis réfléchissons ensemble. Parce que c'est quand même nouveau en fait, tout ce débat-là. Ce débat sur l'entrepreneuriat, sur mes recherches et tout ça, ça date un peu de 10 ans. Et il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne question qu'il faut qu'on se pose. Et c'est aussi cette capacité qu'a le capitalisme à se renouveler tout le temps et à prendre d'autres habits pour mieux gagner la bataille culturelle et mieux s'insérer comme un modèle qui n'a pas d'alternative. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? C'était la fameuse crise des subprimes où les fondamentaux de l'économie libérale ont vacillé, ou même en Europe, on a injecté de l'argent public pour ressourcer les banques, tout le monde le sait, mais à part ça, on est en train de dire qu'il faut quand même que l'État se désengage. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez contradictoire, d'assez problématique, mais qu'il faut savoir interroger de façon très lucide. Alors, donc je parlais tout à l'heure de capitalisme, de néolibéralisme, donc de bataille culturelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour moi? Il faut aujourd'hui renverser le paradigme. Parce que ce monde n'est pas voué à rester comme ça. Ce monde n'est pas voué à rester un désastre écologique. Les Africains n'ont pas vocation à être à la traîne en termes économiques, politiques, à être vendus dans des marchés d'esclaves en Libye quand même. Et les Africains n'ont pas vocation à être à la remorque de n'importe quel concept qui vient d'ailleurs. Quand je disais au début, dans mon propos liminaire, qu'il faut que l'Afrique s'inscrive dans le temps du monde, c'est que l'Afrique aussi arrête de suivre les concepts forgés ailleurs et qui forcément ne s'incrustent pas dans notre subconscient ou juste dans notre manière de faire ou juste dans l'articulation de nos problèmes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème forcément
en termes d'innovation numérique, en termes de... C'est important. J'ai pas dit que c'est pas important, mais je pense que l'accès universel à l'électricité, c'est quelque chose d'important pour les Africains. Avoir des gynécologues, c'est important pour que les femmes ne meurent pas en donnant la vie. Avoir des enseignants pour que le taux d'échec au bac ne soit pas quasiment de 40% chaque année dans mon pays, ça c'est important. Et je pense que les problèmes, quand on les injecte, quand on les touche du doigt, ils sont quand même parfois beaucoup plus sérieux que des hashtags sur la disruption ou juste un mec dans sa chambre qui fait un site de e-commerce dans un pays où tu as de 6% de taux de bancarisation, quoi. Parce que même les gens qui travaillent souvent dans nos pays, qui ont des cartes bleues, hein, que tout le monde a, je pense que c'est moins de 5% d'entre eux qui ont une carte de crédit qui peut acheter sur Internet. C'est souvent des cartes de retrait dans des comment on appelle ça encore, des guichets, non, ça s'appelle comme ça, ouais, dans des ATM, mais qui ne peuvent pas acheter sur Internet. Dès lors, quand on a ce concept, cette réalité concrète, immeuble, et derrière, quand on dit non, mais l'idée, voilà, l'Afrique va se développer à travers des sites de e-commerce, je ne dis pas que c'est faux, mais je demande à voir. Je pense que c'est légitime de dire qu'on est un peu sceptique sur cette question-là. Et je vais raconter une anecdote, parce que bon, on peut tout dire des gens de l'ESSEC et tout ça, on les aime pas de toute façon. Et parce que j'avais rencontré deux jeunes de l'ESSEC qui ont fini leurs études en France et qui sont venus au Sénégal pour être des catalystes, je pense, dans des incubateurs. Et voilà, qui disaient à tous les jeunes sénégalais, bac plus 2, bac plus 3, oui, voilà, je vois même pas pourquoi tu continues les études, voilà, développe un business, et en termes, développe un business à côté parce que tu auras le... Après, voilà, je caricature un peu parce que je ne connais pas les termes. Tu as le cash flow, tu as le business angels qui arrivent, etc., modélise ton projet, sachant que peut-être juste l'urgence de ce gamin-là, de ce Sénégalais, c'est de lire des livres. Ça peut être has-been peut-être, mais lire des livres, ça m'a l'air important quand même. Lire des livres, avoir des diplômes... peut-être chercher un boulot, sachant que même quand tu as des diplômes, tu n'es pas sûr d'en avoir, c'est quand même important. Après, on peut développer son business à côté, c'est important, mais bon, en première année, je pense que l'urgence, c'est de lire des livres. Sachant que dans nos pays, et je pense que tu le sais, dans nos pays, souvent en Afrique francophone, on a de plus en plus de diplômés qui n'ont pas de connaissances, c'est-à-dire des diplômés, mais qui n'ont pas forcément, en tout cas, le bagage nécessaire pour être compétitif, pour être employable par rapport à une concurrence qui viendrait d'ailleurs. Et en réfléchissant sur toutes ces questions-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en interrogeant, et d'ailleurs je pense que ce sera un peu la fin de mon intervention avant d'attendre les questions, c'est de dire, il y a peut-être un chemin d'espoir à trouver. Au-delà de l'activisme numérique qui est intéressant, c'est de faire des hashtags, de faire des campagnes à la Jérôme Jarre et tout ça, c'est important. Il y a aussi un chemin d'espoir à trouver parce que, aujourd'hui, quels sont les problèmes auxquels se confrontent les Africains? C'est quoi? C'est l'emploi des jeunes? C'est d'avoir des dirigeants avec une probité par contre irréprochable? C'est de ne plus avoir l'argent des Africains qui transite dans des banques suisses? C'est de plus avoir des gens qui n'ont jamais vu l'électricité de leur vie? C'est de plus avoir des 2000 Africains, 3000 qui sont morts l'année dernière sur les routes d'exil? C'est de plus subir le racisme ailleurs, comme Rokhaya Diallo l'a subi récemment. Il y a un chemin d'espoir parce que nos problèmes, quand on les interroge, ils sont disparates. Il y a le problème de l'économie, le problème de l'emploi, dans lequel on peut mettre l'emploi, il y a le problème de la politique en termes de gouvernance, il y a le problème de la santé, il y a le problème de la culture, de l'accès à nos mémoires, que les œuvres d'art africains ne dorment plus dans les musées français, ou britanniques ou américains, etc. Donc les problèmes sont disparates. Je lisais d'ailleurs dans le train un brillant essai de Ngugi wa Thiong'o qui s'appelle « Pour une Afrique libre », la question de la langue des Africains, qui parlent une langue qui n'est pas la leur. Donc les problèmes sont disparates, mais j'ai essayé de les regrouper, et ça j'ai été aidé en cela par des amis, en une seule problématique qui est la problématique de la politique. Quel est notre rapport aujourd'hui aux politiques? Et différemment de la politique. Cette distinction de Vincent Payon me semble très intéressante.
Parce que quand on parle de santé, quand on parle d'éducation nationale, quand on parle de rapport institutionnel, quand on parle de culture, de nourrir intellectuellement les esprits des jeunes Africains, qui est-ce qui, en premier, a cette responsabilité-là dans un pays? C'est les élites politiques, bien entendu. C'est les institutionnels, c'est les gens qui ont été élus pour répondre à ces questions-là. C'est les gens qui sont dépositaires du suffrage universel, donc de la population, pour répondre à ces questions-là, et même pas de répondre forcément de façon efficace et efficiente. Peut-être que ce n'est pas possible de tout faire. Mais on peut tenter le minimum, on peut faire des choses. Je donne toujours l'exemple de la Grèce, de l'année il y a 2 ans, quand Alexis Tsipras est venu au pouvoir et qu'il a essayé de dire non à l'Europe, ça je ne le ferai pas, au FMI, ça je ne le ferai pas. Avec Varoufakis, je pense que vous avez suivi, ils sont battus pendant 1 an, pendant 2 ans. Jusqu'au moment où l'Eurogroupe leur dit, et il y a un très bon livre de Varoufakis d'ailleurs sur ça, écoutez, vous arrêtez de déconner, c'est bon, on a assez joué comme ça. Soit vous faites ça, soit on vous coule vos banques le lendemain. Et qu'est-ce que Tsipras a fait? Il a signé effectivement le mémorandum qui avait été soumis par l'Eurogroupe, notamment avec en tête Schäuble de l'Allemagne. Et je donne toujours l'exemple de Tsipras parce qu'on essaye quand on gouverne, jusqu'au moment où on atteint les limites du possible. Et dans 10 ans, dans 15 ans, les générations qui ont été nourries aux idées de Tsipras ou à d'autres viendront continuer le travail. Mais quand on élit des gens qui ne tentent même pas, c'est compliqué d'avoir un chemin d'espoir possible, un horizon de transformation sociale, de justice sociale, de liberté, d'égalité, d'émergence, de développement possible parce qu'on ne tente même pas. Et moi, j'ai dit, ok, tous ces problèmes-là peuvent être réunis en une seule problématique, c'est la problématique de la politique, du politique. Comment aujourd'hui, au-delà de l'entrepreneuriat, au-delà du digital, au-delà de l'activisme numérique, au-delà d'une forme de désintérêt, comment intéresser les jeunes à la politique? Comment faire en sorte de dire, ok, aujourd'hui nous avons des soucis en termes d'emploi, en termes d'économie, en termes de gouvernance, en termes de corruption, en termes de santé, de plein de choses. Comment aujourd'hui répondre à ces défis-là auxquels sont confrontés les pays africains sans prendre le pouvoir? Et je considère que soit c'est pas possible, soit c'est difficilement, en tout cas, possible. Parce que souvent le discours de l'entrepreneuriat, et voilà aussi mon problème, c'est un discours de dépolitisation de la jeunesse africaine. C'est un discours pour dire quitter le registre de la politique parce qu'ils sont tous pareils. Je pense que c'est un peu la phrase de Mélenchon, qu'ils s'en aillent tous, etc. C'est important ces discours de rejet, ces discours de colère, ces discours aujourd'hui de dire anti-système. Nous ne sommes pas d'accord avec ces systèmes. Et des jeunes l'ont interrogé en Espagne il y a 5 ans, il y a 6 ans, avec le mouvement des Indignados. Des jeunes l'ont interrogé avec Occupy Wall Street. Des jeunes l'ont interrogé avec Y'en a marre chez moi, avec le Balai citoyen au Burkina Faso, avec Filimbi et Lucha au Congo. Des jeunes ont interrogé aujourd'hui ces systèmes en disant « nous n'en voulons plus ». Et certains ont dit « nous n'en voulons plus ». Donc nous sommes dans le registre de la société civile. Donc nous faisons de la veille citoyenne, nous faisons de l'activisme politique, mais nous ne voulons pas de la politique. D'autres ont dit « nous-mêmes, ça nous fatigue, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est de gagner de l'argent ». Donc on va aller créer nos startups, on va gagner de l'argent. Il y a une étude que l'Union européenne avait organisée avec une fondation d'études politiques progressistes franco-allemande, et qui a fait une enquête en Afrique de l'Ouest, et qui dit quelles sont les priorités des jeunes Africains. Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est l'économie? Alors je vais peut-être vous surprendre ou pas, mais en tout cas, en top 1, ce qui est arrivé, c'était les jeunes Africains de l'Ouest veulent gagner de l'argent. La deuxième préoccupation, c'était la religion. La troisième, c'était la famille. La quatrième, c'était la culture. Et la cinquième ou la sixième, c'était enfin la question politique. Et pour moi, il y a un problème quand on a tous ces problèmes de façon disparate et qui tiennent à la gorge les jeunesses africaines et qui font aujourd'hui encore qu'il y a un discours misérabiliste que les uns et les autres tiennent sur l'Afrique dans les médias, et de dire on ne s'intéresse pas à la politique, on va gagner de l'argent. Tu vas gagner de l'argent comment? Dans un pays où la justice n'est pas libre? Ou quand tu as un conflit commercial, le tribunal va trancher pour la personne qui l'a corrompu? Est-ce que quand le climat des affaires n'est pas optimal et ne permet pas d'avoir une concurrence saine en termes d'appel d'offres, en termes d'opportunités d'affaires, est-ce que c'est possible de gagner de l'argent? Si, c'est possible, mais en tout cas dans des moyens détournés et pour une certaine élite économique, d'affairistes et de marabouts. Donc je dis, revenons à la source.
posons le cadre d'abord, posons les bases d'une gouvernance saine, d'un cadre économique sain, d'un cadre culturel qui permet à nous, les Africains, de nous réapproprier notre histoire, notre champ intellectuel, notre culture et notre identité. De ne plus, comme le disait le Joseph Kizerbo, historien burkinabé, de ne plus dormir sur la natte des autres. Parce que souvent, les Africains dorment sur la natte des autres. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on en parle d'entrepreneuriat, de Google et de Facebook. Allez, on va tous faire Facebook. Sans oubliant juste parfois des réalités toutes simples. Le volume d'investissement public dans ces pays-là, de soutien aux entrepreneurs et aux entreprises, est énorme. Le volume de soutien en termes d'investissement public, en termes de flux financiers dans les gouvernements européens est énorme. Donc quand on est un jeune Malien, Guinéen, Burkinabé, Congolais, avec zéro support, avec impossibilité d'avoir un prêt bancaire, avec impossibilité d'avoir une ligne de garantie des institutions financières, c'est compliqué de développer un business, comme on dit, à la Facebook. Et parfois, il y a des narratifs comme ça qui sont très sympathiques pour dire que Steve Jobs a commencé dans son garage, Mark Zuckerberg a commencé, oubliant parfois que ces mecs sont juste diplômés de Harvard. Donc je reviens à l'exemple de l'étudiante de première année à qui on a dit va pas lire des livres, va monter une start-up, sachant que parfois les start-up qu'on donne en exemple, c'est quand même des mecs qui sont diplômés dans des universités de très grande renommée, quoi. Donc, et pour finir, donc, je me dis, ok, c'est la politique. Il faut aller vers la politique. Et c'est pas forcément d'aller dans des partis politiques. C'est pas seulement d'aller dans des appareils où c'est une politique en termes contradictoires, en termes de conquête du suffrage. Non, c'est juste d'être au courant des rapports de force qui régissent l'espace public africain, au courant aujourd'hui des lignes de force en termes de démarcation des pouvoirs et des élites, c'est de comprendre aujourd'hui comment s'inscrit ce rapport de pression et de pillage des pays africains par les élites africaines d'abord, ensuite par les élites occidentales, et de comprendre aujourd'hui comment mieux asseoir la laïcité dans nos pays pour que des chefs religieux, des pasteurs évangélistes nigérians ou des marabouts sénégalais, je donne plus l'exemple du Sénégal pour critiquer parce que c'est mon pays, l'exemple ne soit plus le mur des lamentations des pauvres. Comment construire un horizon nouveau de transformation, de rupture qui promeut l'égalité et la justice sociale, et comment construire un futur désirable. Et ce futur désirable-là, c'est par le politique qu'on pourra le construire. Après, quand on aura un cadre sain, quand on aura aujourd'hui une façon de faire qui soit compatible avec les principes de démocratie, de liberté d'expression, de justice, etc., là, on pourra dire effectivement l'économie aussi c'est important, l'entreprise c'est important, parce que si tu veux générer de l'argent, si tu veux générer du profit dans un pays où les libertés fondamentales ne sont pas garanties, c'est compliqué de le faire. Donc pour moi, et c'est une école, et j'accepte totalement la divergence avec une autre école, mais la mienne, celle de Gramsci, celle d'une gauche plutôt progressiste, c'est le primat du politique sur l'économie. Je vous remercie.